Bienvenue en 2026, l'année où un PC gamer d'entrée de gamme ça coûte au moins à partir de 1000 €. Et ce n'est que le début puisqu'on est seulement au mois de janvier. Il y a 3 mois, j'ai créé le PC le plus vendu d'internet avec les composants les plus populaires, les best-sellers et aussi ceux qui étaient les plus présents dans les configs des joueurs sur Steam. Il coûtait 850 €. Je me suis demandé combien ça coûte cette config, exactement celle-ci, maintenant, 3 mois plus tard. Alors je suis retourné sur ma vidéo, j'ai ajouté tous les produits dans mon panier, j'en ai modifié quelques-uns qui ne sont plus en stock et le prix est tombé. 1126 €. Ça fait 280 € d'augmentation, soit exactement 33% en 3 mois. Dans cette vidéo, on va analyser un PC qui, par je ne sais quel miracle, a réussi à coûter moins de 800 € et qui, normalement sur le papier, devrait vous intéresser si vous en cherchez un. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas concerné, on pourra voir ensemble ce que ça vaut un PC à moins de 800 € en 2026. Ce PC, ce tout petit PC que je peux porter même à une main, il a été assemblé et il est vendu par Cybertech avec des composants MSI. Quand ils m'ont appelé pour me demander si je voulais faire un test d'un PC à moins de 800 €, au début j'étais un peu dubitatif, jusqu'au moment où ils m'ont envoyé la liste des composants. Ça s'approche beaucoup de la config à 850 € que j'avais fait et qui est passé maintenant à 1126 €. Sauf que Cybertech le vendra à 799. Donc, sans parler du montage, sans parler de tout le reste, juste en composants qui sont présents là, ici, devant moi, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai accepté de réaliser un test de ce PC en partenariat avec Cybertech et MSI. Mais par contre, s'il y a des défauts, on parlera des défauts. J'avais filmé le premier déballage de ce colis, comme ça vous avez la vidéo originale. Le polystyrène est un peu fragile puisque je l'ai cassé au premier déballage, mais bon, il a bien tenu dans le transport et ça c'est le principal. La vitre du boîtier n'est pas en verre, c'est en acrylique. Ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. L'avantage, c'est que c'est incassable. Par contre, c'est très sensible aux rayures, donc il faudra faire super attention. Niveau chauffe, par contre, là, ça va. Vous n'aurez pas de grande différence avec une vitre en verre. L'intérieur, je dois vous avouer que ça manque un peu de protection. J'ai eu un petit peu peur pour le ventirad, qui, je sais, sur les AM4, sur cette plateforme de processeur, ça pose problème. Il y a quelques années, le Hyper 212 de Cooler Master, un ventirad similaire à celui-ci, il arrivait systématiquement chez le client avec le processeur légèrement déconnecté du socket. Donc résultat, le PC ne s'allumait pas, le client devait démonter le ventirad, sortir le processeur, le reposer correctement et tout fixer. Et dans cette étape, dans cette manipulation, il y avait pas mal de gens qui cassaient les pins des processeurs. Bon, heureusement que cette fois-ci, avec le ventirad MSI, tout a démarré sans aucun problème comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Maintenant, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a comme composant à l'intérieur de ce PC qui fait que je suis aussi confiant par rapport à son rapport qualité-prix. Mais je vous préviens d'abord, on va pas faire les difficiles. Les 799 €, ils ont été dépensés dans la performance, à 100%. Donc, c'est comme une voiture avec les options de base, façon jolie de dire qu'il n'y a aucune option. Si le prix est bon et que ça roule bien, c'est déjà pas mal. Dans ce PC, à part la RAM et le SSD qu'on va voir tout à l'heure, tout le reste vient de MSI. Le modèle de la carte mère, c'est une A520M Vector Wi-Fi. C'est une carte mère d'entrée de gamme, c'est le chipset d'entrée de gamme de la plateforme AM4. J'ai quand même été agréablement surpris qu'on ait quelques dissipateurs sur la VRM, sur le SSD, mais aussi au niveau du chipset qui est caché derrière la carte graphique. En SSD NVMe, vous pouvez en mettre qu'un seul et l'emplacement est déjà occupé. Si vous voulez rajouter plus de disques, il faudra passer par les ports SATA. À l'arrière, la carte mère nous propose 6 ports USB type A. Par contre, il n'y a pas de type C ni sur le boîtier non plus. Si vous avez des appareils en type C, ce que je vous conseille, c'est d'acheter les petits dongles comme ça, qui coûtent vraiment rien du tout. Ici, j'ai un type A vers du type C. Vous prenez exactement l'inverse, vous prenez du type C vers type A. Comme vous pouvez le voir ici, aux 2 embouts dorés, on a des antennes Wi-Fi que j'ai pas encore branchées. Il y a 3 mois, je m'imaginais vraiment pas dire ce genre de choses. Mais le choix de la RAM, elle est vraiment excellente. Là, on a des barrettes de chez Kingston, c'est les Kingston Fury en RGB. On a 16 Go de RAM, donc 2 barrettes de 8, à des fréquences qui sont vraiment bien, 3200 C16. Figurez-vous que ça, j'ai regardé sur internet, si vous voulez ce modèle précis, ça monte jusqu'à 219 € le kit.
Pour la carte graphique, on a une GeForce RTX 5060 8Go de Nvidia. Cette carte, elle coûte 369 €, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus chère que les modèles vraiment basiques d'entrée de gamme, puisque c'est une version overclockée. Le processeur qu'on a, c'est le Ryzen 5 5500. C'est un modèle à 6 cœurs qui monte jusqu'à 4,2 GHz. Heureusement qu'ils ont choisi ce processeur et pas un modèle en dessous, parce qu'on va voir que c'est pile assez pour convenir, pour s'adapter à la RTX 5060. Au niveau des performances, on le verra dans un instant. On va terminer par le SSD, le boîtier et l'alimentation. Ça va être assez rapide. Le modèle du SSD, c'est un 1 Tera. C'est le modèle NV3 de Kingston. Le NV3, il remplace le NV2 qui avait des problèmes assez catastrophiques. Je vais allumer le boîtier pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc, on a 4 ventilateurs RGB qui sont inclus par défaut avec ce boîtier. Il y a 3 ports USB type A au-dessus, donc ça fait un de plus que ce qu'on a habituellement dans les boîtiers très entrée de gamme. Pour l'alimentation, c'est un vétéran, on le connaît déjà hyper bien. Le A650BN bronze de MSI, c'est littéralement une des alimentations les plus utilisées, les plus vues, les plus vendues depuis des années. Ça fonctionne bien, il n'y a rien à signaler. Mon avis définitif sur le choix des composants, c'est que malgré qu'on soit dans un budget, on va vraiment essayer de squeeze au maximum pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. On a quand même quelques bonnes surprises comme le Wi-Fi. Globalement, le design, il est quand même assez sympa. Et puis, cette RTX 5060, vous allez le voir, ça a beaucoup de potentiel, cette carte graphique. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est ce processeur, le Ryzen 5 5500. Pas pour dire que c'est un mauvais CPU, mais parce que j'ai l'impression que le Ryzen 5 5500, il va nous limiter dans certains scénarios, il va limiter notre carte graphique. Pour le savoir, on va tester le PC tout de suite. Ok, je viens de tester le PC dans tous les sens pendant une après-midi et les températures elles sont complètement validées puisqu'on a dépassé maximum 54 degrés sur le processeur en jeu et 60 degrés sur la carte graphique en jeu également. Au niveau de l'airflow, ça circule vraiment bien dans ce boîtier. Donc malgré qu'on soit sur une configuration d'entrée de gamme, on a quand même suffisamment de ventilateurs. Maintenant, on va parler des benchmarks dans les jeux. C'est ça qui m'a pris le plus de temps et je vais vous montrer les résultats. On va commencer par Valorant. On avait 163 FPS de moyenne et 70 FPS en 1% low. Ça, c'était en 1080p. Et ensuite, en 1440p, et ben, figurez-vous que ça n'a pas trop changé. On est resté quasiment exactement sur les mêmes chiffres. Sur Hard Raider, j'étais surpris par la fluidité du jeu. D'abord, j'ai testé en paramètres graphiques élevés avec le DLSS activé en mode qualité, en 1080p Full HD. On avait 83 FPS. Donc là, ça nous donnait une très bonne base pour activer la Multi-Frame Generation. Et là, on pouvait atteindre jusqu'à 296 FPS de moyenne avec un 1% low qui reste plutôt fiable, stable. On est à 63,5. D'ailleurs, je dis qu'on a une bonne base de FPS pour activer la Multi-Frame Gen. C'est parce que en l'activant, on va pas beaucoup perdre en réactivité. C'est une condition très importante pour activer la Multi-Frame Generation. Ne le faites pas si vous avez 20 FPS de base par exemple. Ensuite, j'ai testé sur League of Legends. Bon là, j'imagine que ça fait tourner. On n'a aucun doute, mais par contre, je serais un petit peu surpris qu'en late game, j'ai remarqué, les FPS ne sont pas forcément très élevés, mais par contre, ils sont très stables. Pour finir, j'ai aussi testé un jeu solo gourmand, Cyberpunk. J'étais agréablement surpris aussi parce que 98 FPS de moyenne en paramètres graphiques élevés. Attends, donc on a la même moyenne de FPS que League of Legends. J'ai laissé le dernier pour la fin, c'est un titre un petit peu compliqué, c'était Battlefield 6. La moyenne de FPS en 1080p, j'ai noté 65 FPS. Les graphismes étaient en élevé et là j'ai pas activé le DLSS, je suis en natif. Après avoir activé le DLSS, j'ai pas eu de gain de FPS. Alors que normalement c'est une option qui est magique, ça fait gagner au moins 15 FPS même en mode qualité. Mais il y a aussi plusieurs scénarios où le passage de Full HD à Quad HD n'avait pas d'impact sur les FPS. C'est quand même bizarre puisqu'on a quand même beaucoup plus de pixels à calculer pour la carte graphique. Donc où est-ce que ça peut venir? Où est l'explication? J'ai donc vérifié le taux d'utilisation du processeur et là j'ai compris le problème. Dans ces scénarios-là, le processeur était à 100%. Il était à pleine charge. Le processeur ne pouvait pas monter au-dessus, pourtant la carte graphique, elle en avait encore un petit peu là-dedans. Comme notre base de FPS n'est pas mauvaise, là on peut s'aider de la Multi-Frame Generation pour gagner en fluidité avec une perte infime en réactivité.
Bon, vous n'êtes pas obligé de passer en x4 comme à l'écran, le x2 ou le x3, ce serait déjà très bien. En fait, c'est à vous de trouver l'équilibre entre réactivité et fluidité d'image. Ici, il y a quelque chose de très important à retenir. Même si le PC, je trouve qu'il est admirable pour son prix dans les circonstances actuelles, vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux au-dessus de 60 fps de façon très fluide en 1080p et parfois en 1440p. Mais comme tous les PC, il y a un maillon faible. C'est important de l'identifier pour plus tard. Ici, c'est notre processeur. Dans des jeux comme Battlefield 6 qui reposent beaucoup sur le calcul du processeur, notre processeur va atteindre sa limite avant la carte graphique. Et dans la même logique, j'ai testé sur Battlefield 6 sur une map où on était en 5v5, et là on se rapprochait de 100 fps de moyenne. Ça prouve assez bien ma théorie où il y a un petit faible côté processeur. Ça n'arrivera pas tout le temps, pas sur tous les jeux, ça dépend juste du jeu auquel vous jouez. C'est important de le savoir. Quand vous allez vouloir améliorer ce PC dans 1 an ou 2, eh ben vous allez vous demander, mais j'attaque par quoi? Le processeur? Est-ce que je mets un peu plus de RAM ou est-ce que je mets un peu plus de carte graphique? Pour moi, la réponse, c'est de monter en processeur Ryzen 5 5600X ou Ryzen 7 5700X en revendant le 5500 actuel. Ça fait pas un upgrade qui coûte très cher et c'est votre prochaine piste d'amélioration. Vu que dans tous les cas, vous achetez un PC au lieu d'une console parce que c'est évolutif, et là, ça vous donne une très belle piste très claire. N'importe quel PC, même s'il coûte 100 € qui passe sur cette chaîne, je m'en fiche, il faut que je parle du cable management. Donc, je vais ouvrir l'arrière, on va voir tout de suite si c'est propre. Après, je suis pas fou, je vais pas être hyper exigeant sur un PC d'entrée de gamme par rapport à un PC beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus cher. Mais là, c'est plutôt positif. J'étais un petit peu surpris. J'ai vu qu'il y a des efforts, des Riesling ici. Ils n'étaient pas forcément obligés d'en mettre plusieurs. De la même manière ici. Après, si on veut vraiment faire un cable management encore plus propre que ça, c'est possible. Et j'aurais plus imaginé ce tronc et ce tronc se fusionner ensemble. Et le câble du CPU, je le passerai pas à droite, mais je le passerai directement ici avec le tronc principal. Voilà, donc je vois beaucoup d'efforts au niveau du cable management et ça, c'est cool. Maintenant, je vais démonter quelques composants pour faire des vérifications plus en profondeur. Pour rendre la tâche un petit peu plus simple, j'enlève d'abord la carte graphique. La carte s'enlève très facilement. Donc là, ça nous donne accès au SSD qui est fixé avec 2 petites vis à l'ancienne. Ok. Sur le pad thermique, pas de traces de doigts. D'empreinte digitale du monteur, je peux pas le retrouver. Mais c'est bien, c'est propre. Ça a été fait soigneusement. Le SSD qui est là, Kingston NV3. Maintenant, on va retirer le ventirad pour vérifier l'application de la pâte thermique. Il a réduit la longueur du câble CPU fan, du câble du ventilateur, et il a caché en dessous pour qu'on puisse voir seulement l'embout, la tête dépassée. On dévisse toujours en diagonale, surtout sur le processeur. Ok, là, on va arriver à une étape qui est assez délicate. Que là, il y a moyen que le processeur il s'arrache du socket avec le ventirad. Oh, ok, ça s'est bien passé. Magnifique. L'application de la pâte thermique, vous avez vu, c'est parfait. Hein, c'est bien étalé et ça ne déborde pas. Nice. Je suis content. Là, ça me fait vraiment plaisir de recommander des builds, des PC comme ça, qui sont bien montés avec passion. C'est à peu près tout ce que je voulais vérifier sur le PC. Rien à dire là-dessus. RAS. GG. Les pilotes Windows, ils étaient tous installés. Par contre, au niveau du pilote de la carte graphique, j'ai vu que ça datait de décembre, non pas de décembre, de octobre 2025. Entre-temps, il y a déjà eu plusieurs pilotes NVIDIA qui sont sortis. Du côté du BIOS, la version qui était installée, c'est une version de 2024. Ça remonte un petit peu. Je suis allé voir les autres BIOS qui sont disponibles entre-temps et il y avait quand même plusieurs mises à jour de sécurité et surtout un truc très important, il y avait une mise à jour de BIOS qui est sortie en 2025 qui corrigeait un problème de fonctionnement sur le Wi-Fi. Donc s'ils avaient fait la mise à jour de BIOS directement au moment du montage, même si ça prend un petit peu plus de temps, peut-être que ça réduit le nombre de tickets au service client. Ensuite, un dernier truc que j'aurais voulu qu'ils le fassent, c'est l'activation du XMP. La Cybertech, ils ont choisi de très bonnes RAM. Les Kingston 3200 C16, très bonne fréquence. Il y a une super bonne compatibilité avec les processeurs AMD.
Donc l'activation du XMP ne devrait pas poser de problème, de blue screen, de crash, etc. Après, eux m'ont expliqué que dans leur fonctionnement, ils préfèrent que ce soit les clients qui le fassent eux-mêmes. Comme ça, en cas de problème, ils savent aussi comment le désactiver. C'est une manière de voir les choses, mais de mon côté, j'aurais préféré que ce soit le fait. Ok, globalement, c'est un PC qui est quand même vachement intéressant si vous avez un budget limité, 799 €. Vous cherchez le maximum de performance pour le moins d'argent possible. Pour moi, c'est presque un miracle que ça existe aujourd'hui. Pour les quelques défauts que j'ai pu citer dans la vidéo, ils ne vont pas empêcher le fonctionnement de la machine et je pense que je dois aussi être un petit peu réaliste où je ne peux pas tout demander avec un PC à 799. Surtout qu'après vérification sur un site de comparateur de prix, acheter les mêmes composants sur internet, ça reviendrait à 953 €. Et là, on n'a pas de licence ni montage inclus. Le prix, ça change beaucoup de choses et le prix, ça doit aussi faire varier les attentes qu'on a. Surtout que ce sont des choses que vous allez pouvoir faire à la maison tranquillement, qui n'empêchent pas le fonctionnement de la machine. Je vous mets les liens en description pour accéder à des tutos, pour voir comment on fait ça, mais c'est vraiment hyper simple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu ou si ça vous a été utile, si vous cherchiez un PC comme ça et que vous êtes tombé amoureux de cette petite machine, allez dans le lien en description, tout est dessus. Vous pourrez aller le commander sur le site de Cybertech. Merci pour votre visionnage. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très rapidement.